de précision et je tenais à remercier toute l'équipe. Bonjour à toutes et tous. Je suis désolé de ne pas pouvoir être présent parmi vous aujourd'hui, mais je suis très heureux de pouvoir vous présenter le sujet de la psychiatrie de précision et je tenais à remercier toute l'équipe du Centre expert bipolaire de Lyon qui a organisé cette journée et aussi la direction de l'hôpital du Vinatier qui nous a accompagnés dans la réalisation de cette seconde journée lyonnaise des troubles bipolaires. Moi, je suis Romain Ray, je suis psychiatre à l'hôpital du Vinatier, maître de conférence à l'université Lyon 1 et je dirige un service qui comprend justement les centres experts fondamentaux à Lyon et le centre lyonnais des aidants en psychiatrie qui propose notamment les programmes BREF et Léo pour les aidants de personnes vivant avec un trouble psychique. Donc la commande aujourd'hui pour cette présentation, c'était de faire avec vous un état des lieux sur un certain nombre de résultats de recherche concernant les innovations diagnostiques et thérapeutiques au sujet des troubles bipolaires. Et donc le choix que j'ai fait, c'est de vous parler de psychiatrie de précision, qui est une nouvelle modalité diagnostique dont on dispose et qui va commencer à être mise en œuvre dans les mois et dans les années à venir dans le champ de la psychiatrie et plus particulièrement qui va concerner les personnes qui vivent avec un trouble bipolaire. Pour commencer, à titre introductif, je vous ai préparé quelques diapositives de rappel ou de réexplication sur la manière dont on formule les diagnostics aujourd'hui dans le champ de la psychiatrie et de la santé mentale. Il faut savoir qu'actuellement, les diagnostics en psychiatrie sont des diagnostics qui reposent uniquement sur l'appréciation de critères cliniques qui sont recueillis par les professionnels de santé directement en échangeant avec les personnes concernées ou au cours des hospitalisations en accompagnant les personnes qui peuvent présenter une phase aiguë. Parfois, ces informations cliniques sur les symptômes, les manifestations, l'impact de ces troubles peut être aussi complété par des échanges avec l'entourage de la personne, sa famille, ses amis, qui vont permettre aux professionnels de santé et en particulier aux médecins de se faire une idée plus précise du tableau clinique, c'est-à-dire des symptômes, des manifestations que présente la personne. Ces diagnostics cliniques, ils répondent à un certain nombre de classifications internationales. On en utilise actuellement deux principales qui sont à peu près similaires sans être tout à fait identiques. Une classification américaine que je vous fais apparaître sur cette diapositive et qui s'appelle le DSM-5 et qui connaît un équivalent européen qu'on appelle la CIM et actuellement on en est à la 11e édition. Ces classifications, c'est des classifications qui, comme je vous le disais, reposent sur le recueil d'un certain nombre de critères diagnostiques. Et pour pouvoir formuler un diagnostic à l'heure actuelle, il faut que la personne puisse remplir un certain nombre de critères diagnostiques. C'est un peu comme une checklist, ce que je vous faisais apparaître dans la diapositive précédente. Et à titre d'exemple, je vous ai fait apparaître sur cette diapositive les critères diagnostiques actuels utilisés pour formuler le diagnostic d'un épisode maniaque. Donc, comme vous le voyez, il existe différents critères et ces critères doivent être tous remplis par la personne pour qu'on puisse retenir le diagnostic d'épisode maniaque. Donc, le premier critère concerne la durée de l'épisode. Il est précisé que cet épisode doit durer au moins une semaine. Le critère B énonce un certain nombre de symptômes qui doivent être constatés chez la personne ou rapportés par l'entourage ou par l'observation qui est faite de cette personne dans le contexte des soins, que ce soit à l'hôpital, en hospitalisation complète ou dans des prises en soins ambulatoires. Le critère C concerne l'impact de ces symptômes sur le fonctionnement de la personne, qu'il s'agisse du fonctionnement social, des relations avec son entourage proche,
cet impact fonctionnel doit être délétère, c'est-à-dire que les symptômes constatés doivent procurer un empêchement à la personne. Le critère D concerne les diagnostics différentiels, c'est-à-dire les diagnostics à impérativement éliminer avant de pouvoir retenir le diagnostic d'épisode maniaque. Et comme vous le voyez dans le critère D, il s'agit d'éliminer que la personne puisse être affectée d'une maladie médicale généralisée. Il est donné par exemple une dysrégulation thyroïdienne ou que les symptômes soient liés à la prise d'une substance, qu'il s'agisse d'un toxique, de drogue par exemple, ou d'un médicament, puisque certains médicaments peuvent induire ce type d'épisode. Donc comme vous le voyez, cette approche est une approche uniquement clinique, puisque dans cette modalité diagnostique actuelle, on n'a recours à aucun examen complémentaire, comme c'est le cas dans d'autres disciplines médicales. Et donc pour affirmer le diagnostic d'un épisode maniaque, par exemple, on n'a pas recours à une prise de sang qui permettrait de venir doser certains marqueurs qui viendraient renforcer la certitude diagnostique. De la même manière, on n'a pas recours à des examens d'imagerie comme un scanner ou une IRM cérébrale qui ne viennent pas nous renforcer dans notre certitude diagnostique. Alors, pour les personnes qui sont concernées ou qui accompagnent un proche qui vit avec un trouble bipolaire, il est vrai qu'à la phase diagnostique, souvent les médecins sont amenés à prescrire des examens biologiques et des examens d'imagerie cérébrale, mais les résultats de ces examens-là ne permettent pas de venir authentifier la réalité du trouble, mais sont prescrits soit à visée de bilan pré-thérapeutique, c'est-à-dire qu'elles permettent de vérifier que la personne remplit les conditions de sécurité pour pouvoir bénéficier d'un certain type de traitement médicamenteux, par exemple, ou elles permettent d'éliminer d'autres diagnostics, par exemple une maladie neurologique comme une épilepsie ou une affection cérébrale qui pourrait donner des symptômes d'allure maniaque, mais qui serait en fait une maladie neurologique. Donc l'approche actuelle, comme vous le voyez, comme on a pu le dire, c'est une approche qui repose uniquement sur une appréciation clinique des personnes, qui ne bénéficie pas de mesures objectives qui permettent de venir renforcer la certitude diagnostique. Et c'est aussi une approche catégorielle, c'est-à-dire que les classifications internationales utilisées actuellement, que ce soit la classification américaine, le DSM-5, la classification européenne, la CIM-11, permettent de formuler des diagnostics qui sont des diagnostics fermés. Ça permet de faire le diagnostic de trouble bipolaire, de personnes qui vivent avec un trouble schizophrénique, de personnes qui vivent avec un trouble dépressif. C'est ce qu'on appelle une approche catégorielle, c'est-à-dire que on définit des catégories diagnostiques et on essaie de trouver de quel diagnostic la personne relève. Alors ces catégories diagnostiques, elles ont un certain nombre de limites et en particulier, elles reflètent mal la grande hétérogénéité clinique des personnes. Et je pense que ça parlera à beaucoup d'entre vous dans le public. On est toujours frappé de voir que deux personnes qui vivent avec le même diagnostic, par exemple un trouble bipolaire, peuvent présenter des manifestations, des symptômes ou même des répercussions de leur trouble extrêmement différentes, avec par exemple des personnes pour le trouble bipolaire qui présentent des épisodes maniaques avec par exemple des idées délirantes, en comparaison d'une autre personne dont le trouble bipolaire va se manifester essentiellement par des troubles dépressifs et une fois au cours de sa vie un épisode d'allure hypomaniaque. Cette hétérogénéité clinique, elle se traduit également sous l'aspect du handicap induit. Certaines maladies peuvent être source d'un handicap important, d'autres avoir un impact fonctionnel beaucoup plus léger et être compatible avec des projets de vie extrêmement différents. Donc ça, c'est vraiment une des limites à laquelle on s'affronte dans la manière de formuler les diagnostics à l'heure actuelle et qui est en lien avec les classifications diagnostiques qu'on utilise. Cette hétérogénéité clinique, elle
nous complique souvent la tâche. C'est ce qui fait que parfois il existe une errance diagnostique, les diagnostics changent avec le temps par exemple, où on peut être amené à accompagner des personnes qui présentent des symptômes qui relèvent d'une catégorie diagnostique, par exemple le trouble bipolaire, mais qui présentent en même temps d'autres symptômes qui relèvent d'autres catégories diagnostiques, par exemple des symptômes de schizophrénie. Alors, les limites de ces classifications, elles sont perçues par les praticiens, par les cliniciens, et il existe à l'heure actuelle un certain nombre de classifications concurrentes au modèle que je viens de vous présenter. Ces classifications-là, elles peuvent être utilisées parfois, mais elles ne se sont pas imposées à l'heure actuelle. Alors je vous en ai présenté quelques-unes à titre d'exemple. Voilà une classification qui a été beaucoup utilisée dans le champ des troubles schizophréniques, mais qui peut, dans certaines circonstances, aussi permettre d'aborder certains tableaux un peu spécifiques de personnes avec un trouble bipolaire. Ça s'appelle la classification des psychoses endogènes. C'est une classification qui a été élaborée par des psychiatres allemands et de la région Grand Est. Donc on appelle ça la classification de Léonard. C'est une classification qui repose principalement, là encore, sur l'observation clinique, mais une observation clinique extrêmement fine, détaillée, et qui identifie un plus grand nombre de catégories diagnostiques. Donc à titre de comparaison, il existe plus de 20 sous-types différents de troubles schizophréniques ou bipolaires dans ce type de classification. Une autre classification diagnostique disponible et qui a beaucoup intéressé la communauté médicale et scientifique au cours des dernières années, et qui a d'ailleurs failli s'imposer dans la dernière version des classifications américaines, le DSM. Il s'agit de l'approche diagnostique dimensionnelle. Dans cette approche, les professionnels de santé sont amenés à considérer différentes dimensions symptomatiques chez les personnes concernées. Chaque dimension symptomatique est en fait un groupe, une famille de symptômes. Et dans cette approche diagnostique-là, le principe est, chez chaque personne, d'aller rechercher la présence ou l'absence des dimensions symptomatiques, et si une de ces dimensions symptomatiques est présente, à quel niveau d'intensité elle l'est chez l'individu donné. Donc c'est une approche qui est beaucoup plus écologique et qui permet une meilleure représentation, une meilleure prise en compte de la grande hétérogénéité clinique des tableaux disponibles. Et donc sur cette diapositive, vous voyez une vision un peu simplifiée de cette approche dimensionnelle qui, dans l'exemple qui vous est donné, vous présente 6 dimensions. 6 principales dimensions symptomatiques, les symptômes positifs qui correspondent aux hallucinations, aux idées délirantes, les symptômes négatifs qui correspondent au retrait et à la perte de plaisir et d'énergie, la désorganisation qui correspond au comportement et aux idées bizarres, le E c'est pour excitation, donc c'est la dimension qu'on rencontre principalement pendant les épisodes maniaques, l'impulsivité, la dépression et l'anxiété. Et donc vous voyez que lorsque on considère cette approche dimensionnelle, on va pouvoir prendre en compte des tableaux beaucoup plus divers. Et donc sur la diapositive, on vous fait apparaître à quoi correspond une vision dimensionnelle pour les grands tableaux de diagnostic disponibles actuellement. Donc la schizophrénie, les épisodes dépressifs accompagnés d'idées délirantes, les personnes vivant avec un trouble dépressif et des troubles anxieux, ou celles qui présentent un trouble schizoaffectif. Sur cette diapositive, vous voyez apparaître le trouble bipolaire, les épisodes maniaques ou les manies délirantes. Ce mode de classification, bien entendu, peut varier, et donc il permet de ne pas s'enfermer dans les grandes catégories diagnostiques qu'on utilise habituellement, et de pouvoir
avoir une réflexion thérapeutique plus opérationnelle, puisque dans ce contexte-là, chaque dimension symptomatique, lorsqu'elle est présente ou absente, va aiguiller vers un type de traitement. Et donc, on est moins astreint aux conduites à tenir des grandes catégories actuelles, mais on peut raisonner en fonction de la présence ou de l'absence de tel ou tel symptôme chez les personnes. Je vous présente une dernière modalité diagnostique ou de classification qui s'appelle le staging. Donc c'est, en français, souvent, ce terme-là est remplacé par stadification. Et c'est un mode de classification qui prend en compte l'hétérogénéité, cette fois-ci évolutive des troubles. Je vous en ai parlé il y a quelques diapositives en amont. On sait bien que des personnes qui présentent un même diagnostic peuvent connaître des trajectoires évolutives très différentes, avec des personnes chez qui la maladie va être source d'un handicap très important, d'autres qui vont connaître une évolution bien plus favorable, et puis des groupes de personnes qui vont avoir une évolution intermédiaire. Et donc, ce mode de classification permet de prendre en compte l'évolution naturelle des troubles, l'histoire naturelle des troubles, et de proposer des prises en charge thérapeutiques adaptées en fonction du type de trajectoire considérée et du moment évolutif des maladies. Donc je vous fais une petite aparté à ce sujet-là, et j'y reviendrai sur la psychiatrie de précision. Il faut savoir que le modèle du staging, c'est un modèle qui existe dans d'autres disciplines médicales, en particulier qui est beaucoup utilisé par nos collègues en cancérologie. Et le fait en cancérologie d'avoir adopté ce modèle de classification, c'est l'une des raisons qui a abouti à une amélioration très forte des performances aussi bien diagnostiques et thérapeutiques en cancérologie, puisque les cancérologues en ont tiré les deux leçons majeures qui gouvernent leur discipline à l'heure actuelle. La première, c'est qu'on ne propose pas les mêmes traitements en fonction du stade évolutif des troubles. On ne soigne pas de la même manière un cancer très local et un cancer généralisé. Et la seconde leçon qu'ils en ont tirée, c'est que plus on intervient tôt, précocement, et plus on est efficace, et plus on se donne la possibilité d'infléchir favorablement la trajectoire évolutive des troubles. Et donc, c'est exactement ces leçons-là que l'on essaie à l'heure actuelle de promouvoir dans le champ de la psychiatrie et de la santé mentale. Et on commence à le faire très bien pour les personnes qui présentent un premier épisode psychotique, dont on sait qu'il peut évoluer, dont on sait qu'il peut rester unique, mais qu'il peut ensuite évoluer vers une schizophrénie ou un trouble bipolaire. Et la traduction pratique, concrète de ces prises en charge selon le modèle du staging, ce sont les services d'intervention précoce qui commencent à s'implémenter sur le territoire national et qui sont particulièrement bien représentés sur le territoire du département du Rhône. Alors, je reviens aux classifications officielles, celles qu'on utilise dans le quotidien des soins actuellement, qui sont les classifications catégorielles, cliniques, celles que je vous ai présentées tout à l'heure, les fameuses checklists, cette présence ou absence de symptômes qu'on va repérer chez les personnes concernées et qui vont nous permettre de retenir une catégorie diagnostique, le diagnostic de trouble bipolaire ou le diagnostic de trouble schizophrénique ou le diagnostic de trouble anxieux par exemple. Alors ces classifications-là, on l'a dit précédemment, elles connaissent un certain nombre de limites. Je vous ai beaucoup parlé du fait qu'elles reflètent très mal la grande hétérogénéité des tableaux présents, mais elles présentent d'autres limites. Et je voulais vous les partager sur les diapositives qui suivent. Donc une première limite, c'est que lorsqu'on utilise ces modalités diagnostiques, eh bien, les performances thérapeutiques sont particulièrement insatisfaisantes, puisque, comme vous le voyez, dans une étude, dans une revue systématique de la littérature récente qui a été publiée en 2022 dans un journal assez prestigieux en psychiatrie qui s'appelle Molecular Psychiatry, les auteurs relevaient que les situations de résistance thérapeutique
thérapeutique pour les personnes qui vivent avec un trouble psychiatrique, tout type de trouble psychiatrique confondu, pouvait s'élever jusqu'à 60%. Donc vous voyez, plus de 50% des personnes qui peuvent être concernées par des situations de résistance thérapeutique. Et ce chiffre est encore beaucoup plus élevé si l'on est amené à considérer des personnes qui présentent des états de rémission partielle, c'est-à-dire une diminution de leurs symptômes, mais avec des symptômes qui persistent. Alors, les auteurs qui arrivaient à ces résultats-là les mettaient en perspective avec les leviers susceptibles de pouvoir améliorer ces chiffres qui restent assez insatisfaisants et rappelaient justement les limites des diagnostics dont on dispose à l'heure actuelle. Une autre question que se posent les cliniciens, mais peut-être plus que les cliniciens, les chercheurs, c'est est-ce que les diagnostics cliniques qu'on utilise à l'heure actuelle ont une validité biologique, hein. Dit autrement, est-ce que chaque diagnostic qu'on utilise aujourd'hui correspond à un mécanisme biologique particulier ? Alors cette question-là, elle a été testée par différents projets de recherche. Je vous en présente un qui a été publié il y a quelques années, mais qui est assez intéressant. Dans ce projet-là, les chercheurs avaient recueilli des données chez des patients qui vivaient avec un trouble schizophrénique, avec un trouble schizoaffectif ou avec un trouble bipolaire. Ils avaient recueilli des données objectives. Donc ces données objectives étaient de deux natures différentes. C'était soit des données cognitives, c'est-à-dire des données recueillies par des tests administrés par des neuropsychologues, donc des données en lien avec le fonctionnement cérébral, type mémoire, cognition, vitesse de traitement, et des données de type électroencéphalographique, c'est-à-dire des données qui permettent de tracer l'activité électrique cérébrale, soit via de l'électroencéphalographie, soit par le recueil de potentiels évoqués. Et donc dans ce projet-là, les chercheurs avaient alimenté une base de données avec toutes ces données qui avaient été recueillies auprès de chaque patient, et ils les avaient fournis à un algorithme statistique qu'on appelait à l'époque un machine learning, et qui correspondait à l'ancêtre de ce qu'on appellerait désormais de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire une méthode statistique qui est en capacité d'identifier des sous-groupes de personnes à partir de sa réflexion propre. Et donc ils avaient fourni toutes ces données à cette intelligence artificielle en lui donnant comme unique consigne à partir de l'étude de toutes ces données-là, qui avaient été recueillies chez des patients de différentes natures, d'identifier 3 groupes de patients que dans cette étude ils avaient appelés des biotypes. Et donc, conformément aux consignes qui lui avaient été données, l'intelligence artificielle avait proposé 3 biotypes que vous voyez apparaître sur cette diapositive et qui sont les résultats de cette étude. Donc un biotype 1, un biotype 2, un biotype 3, et qui correspond finalement à une classification faite par une intelligence artificielle qui n'avait pas connaissance des diagnostics cliniques existants, c'est-à-dire du fait qu'elle traitait des données de personnes qui avaient une schizophrénie, ou un trouble schizoaffectif ou un trouble bipolaire. Et comme vous le voyez, eh bien, chaque biotype est en fait un mélange des différents diagnostics. Et par exemple, vous voyez que toutes les personnes qui vivent avec un trouble schizophrénique et qui apparaissent sur la diapositive encadrée de rouge, eh bien, on va en retrouver certaines dans le biotype 1, d'autres dans le biotype 2 et les dernières dans le biotype 3. Et donc, la leçon qu'il faut retirer de cette étude un petit peu compliquée, c'est qu'on n'est pas dans ce modèle-là, hein, on n'est pas dans un modèle où chaque catégorie diagnostique, les troubles dépressifs, les troubles schizophréniques, les troubles bipolaires, correspondent chacun à un mécanisme biologique spécifique qui serait altéré, donc un mécanisme biologique altéré spécifique des troubles dépressifs, un autre mécanisme biologique spécifique des troubles schizophréniques, un autre mécanisme biologique spécifique des troubles bipolaires. On est dans une situation plus complexe, on est dans une hétérogénéité physiopathologique, ce qui signifie que, par exemple, si on prend l'exemple des troubles bipolaires, eh bien, derrière le diagnostic clinique de troubles bipolaires se cachent possiblement des maladies différentes qui répondent à des mécanismes différents. Et il est possible que
les troubles bipolaires correspondent à l'addition de différentes maladies avec différents mécanismes qui ont en commun le fait de se manifester par des symptômes similaires. Donc la leçon qui en est tirée, c'est que les diagnostics qu'on utilise actuellement, qui sont les diagnostics cliniques, ne permettent pas justement de capturer cette diversité biologique sous-jacente. Et justement, c'est ce que l'on se propose de faire à l'avenir avec des stratégies de classification diagnostique différentes qu'on appelle la médecine ou la psychiatrie de précision. Donc la psychiatrie de précision, c'est justement une nouvelle stratégie qui fait l'objet de beaucoup d'intérêts et d'études à l'heure actuelle et qui consiste à ne pas raisonner uniquement en s'intéressant à la présence ou à l'absence de certains symptômes chez les personnes ou à la trajectoire évolutive des troubles chez les personnes, mais à essayer de s'intéresser aux mécanismes biologiques qui sous-tendent la survenue des troubles chez les personnes qui vivent avec un trouble psychique. Donc, de manière un petit peu imagée, l'idée c'est de passer de la situation actuelle, qui est finalement la partie gauche de cette diapositive, des personnes qui, par exemple, vivent avec un trouble bipolaire, qui ont été diagnostiquées selon les critères actuels des grandes classifications internationales, et de passer à une classification en psychiatrie de précision, qui consiste à pouvoir, parmi toutes ces personnes-là, identifier les personnes qui ont un trouble bipolaire qui est lié à la présence d'un facteur génétique causatif, par exemple, ou un autre groupe de personnes qui présentent un trouble bipolaire en lien, par exemple, avec un dérèglement de l'auto-immunité. Pour passer du mode de classification diagnostique actuel à ce nouveau mode de classification en psychiatrie de précision, il faut avoir recours à des nouveaux outils qu'on appelle des biomarqueurs. Et donc ces biomarqueurs, c'est justement passer d'une classification uniquement clinique à une classification qui va s'appuyer sur des examens complémentaires, par exemple des examens biologiques, par exemple des examens d'imagerie, au même titre que ce qui est fait dans d'autres disciplines. Par exemple en cardiologie, quand vous avez un infarctus, on peut vous faire une coronarographie et aller identifier au niveau de vos artères cardiaques l'endroit où il existe une obstruction, et si cette obstruction est en lien avec un thrombus ou avec un spasme de l'artère, par exemple. Alors, pour être plus clair, comment on formulera les diagnostics demain? L'idée, c'est vraiment de passer de ça à l'approche actuelle d'une classification clinique, où on ne s'intéresse qu'aux symptômes et où on va proposer un traitement identique à toutes les personnes qui rentrent dans le même cadre diagnostique. Donc, si on applique cette méthode-là aux troubles bipolaires, eh bien, à l'heure actuelle, pour toutes les personnes qui vivent avec un trouble bipolaire, en première intention, on va leur proposer un traitement thymorégulateur. Eh bien, l'idée, c'est de passer à la psychiatrie de précision, c'est-à-dire d'être dans une approche où on va essayer d'identifier parmi les personnes présentant un trouble bipolaire des personnes qui vont avoir un mécanisme particulier. Cette possibilité de pouvoir identifier des personnes avec un mécanisme particulier va offrir des stratégies thérapeutiques plus précises, spécifiques. Donc, comme vous le voyez sur la diapositive, le fait de pouvoir avoir cette approche en fonction des mécanismes biologiques, ça va passer par la recherche de biomarqueurs. Et vous verrez que dans les diapositives qui viennent, je vais vous donner quelques exemples des biomarqueurs actuellement disponibles. Et quel est l'intérêt de tout ça, hein? C'est pas uniquement de la recherche ou de la belle science, c'est d'améliorer à la fois la précision diagnostique, c'est-à-dire d'être en capacité de dire vous avez un trouble bipolaire et ce trouble bipolaire est lié à ce type de mécanisme-là, et ensuite de pouvoir améliorer la précision thérapeutique, c'est-à-dire de proposer le bon traitement à la bonne personne au bon moment. Donc sur la diapositive suivante, c'est une diapositive que j'ai empruntée à la Fondation Fondamentale qui travaille beaucoup sur les questions de psychiatrie de précision. Je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle donne bien l'image de ce vers quoi on essaie de tendre. On essaie de passer de l'approche actuelle qui est finalement le prêt-à-porter. On propose le même traitement à toute personne vers une approche de médecine de précision, ce qui pourrait comparer à de la haute couture, c'est-à-dire proposer le bon traitement à la bonne personne au bon moment. Et donc la psychiatrie de précision, comme je vous le disais précédemment, pour pouvoir être opérationnelle, elle nécessite de pouvoir répondre à 3 règles principales.
les règles principales pour pouvoir travailler dans une approche de psychiatrie de précision. La première règle à remplir, c'est chez des personnes qui vivent avec un trouble psychiatrique, être en capacité de mieux comprendre les mécanismes biologiques à l'œuvre derrière leur trouble. Donc ça nécessite d'identifier chez ces personnes-là la cible exacte, précise, qui est impliquée dans la survenue du trouble. Par exemple, un dérèglement de l'immunité. Vous verrez que dans les exemples que je vous donne ensuite, on a quelque chose comme ça. Ensuite, une fois que cette cible est identifiée, elle nécessite de connaître un biomarqueur, c'est-à-dire un paramètre que l'on va pouvoir mesurer chez la personne objectivement, soit à travers une prise de sang, soit à travers un examen d'imagerie, soit à travers un autre examen qui peut permettre d'avoir une mesure objective de l'activité cérébrale, par exemple. Ces marqueurs biologiques, ils vont permettre de dire chez un individu, eh bien, c'est ce mécanisme biologique en question qui est à l'œuvre. Et ensuite, la troisième règle de la psychiatrie de précision, c'est de pouvoir disposer d'une mesure objective d'efficacité, c'est-à-dire se dire chez cette personne, le mécanisme est en cause, c'est cela, et donc c'est ce mécanisme en cause qu'on va chercher à améliorer. Et donc c'est de cette manière-là qu'on va tester l'efficacité des thérapeutiques, c'est-à-dire en voyant si on arrive à corriger les anomalies biologiques présentes chez les personnes. Alors la psychiatrie de précision, c'est quelque chose qui aussi a été emprunté aux autres disciplines, et je fais le parallèle à nouveau avec la cancérologie. C'est vraiment une approche qui, à l'heure actuelle, commence à être particulièrement bien déployée et qui montre toute sa puissance et son efficience en cancérologie. Néanmoins, c'est une approche qui n'est pas complètement nouvelle en psychiatrie. Ça fait, on va dire, un peu moins de 4-5 ans que les publications commencent à être nombreuses, et en revanche, parfois, la manière de comprendre la psychiatrie de précision peut être un peu frileuse parmi la communauté scientifique. Et donc, je vous en donne deux exemples dans les diapositives qui viennent. Voilà un premier exemple d'un article scientifique qui a été publié en 2023 et qui fait finalement un inventaire de tous les biomarqueurs bientôt disponibles dans le champ de la psychiatrie. Donc c'est un papier qui est assez intéressant, mais qui est limité puisque en fait les auteurs se sont attachés à répertorier les biomarqueurs uniquement par grande catégorie diagnostique. Donc finalement, tout en ayant cette approche de pouvoir identifier des biomarqueurs, ils restent un peu prisonniers des classifications telles qu'on les connaît actuellement, c'est-à-dire celles que je vous décrivais tout à l'heure, les classifications cliniques catégorielles qui fonctionnent par grande case. Un autre exemple de cette approche un peu frileuse ou finalement peu puissante de la psychiatrie de précision, c'est un appel à projet. Alors c'est une diapositive en anglais parce qu'elle figurait sur le site sur le site américain du NIH. C'était un appel à projet pour essayer d'identifier des biomarqueurs qui permettaient de prédire l'efficacité des traitements pour les troubles dépressifs, mais il s'agissait d'identifier des biomarqueurs pour évaluer l'efficacité de traitements existants. Alors que vous allez le voir dans la psychiatrie de précision, il y a évidemment un intérêt à pouvoir prédire les traitements existants, mais il y a surtout l'intérêt de pouvoir développer de nouveaux traitements ou de faire ce qu'on appelle du repositionnement, c'est-à-dire d'utiliser en psychiatrie des traitements qui ont été créés dans d'autres disciplines et qui pourraient avoir un intérêt chez une certaine catégorie de personnes dans le champ de la psychiatrie. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de frilosités, de visions d'envergure de la psychiatrie de précision. La psychiatrie de précision, ça nécessite de sortir du cadre et comme vous le voyez, il y a vraiment cette approche-là, être en capacité d'identifier des sous-groupes de patients qui présentent des mécanismes biologiques homogènes. Donc vous voyez, vraiment passer de vivre avec un trouble bipolaire, ce qu'on est capable de dire actuellement, à identifier des personnes chez qui il est opportun de proposer le traitement habituel, un autre groupe de personnes chez qui on va pouvoir proposer un traitement spécifique parce que le mécanisme biologique est différent, ou un autre groupe de personnes chez qui on va pouvoir utiliser un traitement existant, utilisé dans une autre discipline, mais qui va pouvoir
être performant chez cette personne-là parce qu'il cible un mécanisme qu'on sait déjà corriger parce qu'il a été développé, abordé, traité par d'autres disciplines médicales. Et puis parfois, simplement, cette approche, elle va permettre de aussi prendre en charge, prendre en compte mieux et plus tôt la présence de comorbidité chez donc la présence d'autres troubles qui peuvent souvent s'additionner au trouble principal. L'autre manière d'envisager la psychiatrie de précision, c'est de vraiment sortir des cas de diagnostic et de s'intéresser à ce qu'on appelle des dimensions symptomatiques qui peuvent être présentes de manière transverse d'un cadre diagnostique à l'autre. Donc vous voyez dans cette diapositive, je vous fais apparaître la dimension de l'anédonie, qui est une dimension qu'on peut rencontrer à la fois chez des personnes qui présentent un trouble schizophrénique, mais aussi chez des personnes qui présentent un trouble bipolaire. Et donc l'idée, c'est de se dire que peut-être que cette dimension de l'anédonie, elle répond à des mécanismes biologiques spécifique et qu'elle peut être améliorée, traitée par des stratégies diagnostiques particulières. Et vous voyez que dans cette vision-là des classifications, on fait complètement abstraction des diagnostics principaux, mais on va venir traiter des grandes catégories de symptômes de manière plus précise. Alors cette approche qui est un peu complexe, hein, elle commence à être envisagée par la recherche. Et à l'heure actuelle, je vous en reparlerai à la fin de ma présentation, il existe un très grand projet de recherche français qui va démarrer à l'automne prochain, qui s'appelle le PEPR ProPsy et qui va créer une grande cohorte de personnes qui vivent avec un trouble bipolaire, avec un autisme, une dépression résistante ou un trouble schizophrénique et qui justement va essayer de pouvoir faire avancer les choses en s'intéressant à identifier des grandes dimensions présentes chez les différents catégories de troubles où on essaie d'identifier des mécanismes biologiques divers au sein d'une même catégorie diagnostique. Alors, dans les approches un petit peu ratées en psychiatrie de précision au cours des dernières années, je voulais vous donner un dernier exemple qui est celui du repositionnement, c'est-à-dire le fait de pouvoir utiliser des molécules déjà existantes pour traiter des troubles psychiques. Et donc là, je vous donne l'exemple de 2 essais médicamenteux qui s'intéressaient à l'efficacité d'un traitement anti-inflammatoire chez des patients qui vivaient avec un trouble dépressif résistant. Donc le traitement en question, c'était la minocycline. Et ces 2 études, qui étaient pourtant très intéressantes et qui ont été beaucoup suivies par la communauté scientifique, elles se sont révélées négatives et elles ont beaucoup déçu. Et dans certains groupes de scientifiques ou de cliniciens, elles ont été vues comme un peu la mort de l'approche en psychiatrie de précision. En fait, il n'en est rien. C'est simplement que ces études ont été mal construites. On a appliqué des méthodologies d'essais médicamenteux telles qu'on les utilise actuellement, mais sans tenir compte du cadre spécifique de la psychiatrie de précision. Et donc, par exemple, dans ces 2 études-là, on proposait ce traitement spécifique anti-inflammatoire à tous les patients qui présentaient un trouble dépressif résistant, alors que dans une approche de psychiatrie de précision, il aurait été intéressant de proposer ces traitements-là uniquement aux 30% des patients qui présentaient justement une inflammation importante, parce que il y a tout lieu de croire et d'espérer que ces traitements inflammatoires auraient eu une efficacité chez ces patients-là et chez ces patients-là uniquement. Et beaucoup de chercheurs expliquent les résultats négatifs obtenus dans ces études par le fait que les bénéfices obtenus chez ces 30% de patients-là ont été noyés dans le groupe plus global des patients. Et donc ça veut dire que, là encore, quand on pense en psychiatrie de précision et quand on est un chercheur, il faut tirer les leçons du passé, c'est-à-dire créer des nouveaux designs d'essais médicamenteux en recherche. Et bon, vous voyez, je ne vais pas les commenter parce que c'est des schémas qui sont un petit peu compliqués, mais créer des essais thérapeutiques qui sont adaptés à cette approche en médecine de précision et qui vont proposer soit un placebo, soit le traitement actif, mais en tenant compte de la présence ou pas du biomarqueur et donc dans quel sous-groupe de patients on se retrouve. Alors,
Pour terminer, je voulais vous donner quelques exemples de psychiatrie de précision pour vous dire que toutes ces choses-là ne sont pas uniquement de l'ordre de la recherche ou de la science-fiction, puisque certaines approches de psychiatrie de précision sont déjà à l'œuvre, soit dans le quotidien des soins, soit sous la forme d'essais thérapeutiques, c'est-à-dire qu'on n'est pas très loin de leur mise en œuvre pratique. Alors pour commencer, je voulais dire quelques mots des troubles bipolaires auto-immuns. Les troubles bipolaires auto-immuns, c'est des troubles bipolaires qui sont liés à la présence d'auto-anticorps. Donc les auto-anticorps, ce sont des éléments du système immunitaire qui normalement est là pour nous protéger de l'environnement, qui sont en capacité d'identifier des corps étrangers à l'intérieur de nous. Et donc les auto-anticorps, ce sont des anticorps qui se dérégulent et qui, au lieu qui sont amenés à identifier des molécules de notre propre corps comme des cibles qu'ils vont agresser et détruire. Les auto-anticorps, on sait depuis longtemps qu'ils peuvent donner des manifestations de type psychiatrique. Ceux qui le connaissent particulièrement bien, ce sont les neurologues qui ont décrit il y a plusieurs années ce qu'on appelle les encéphalites auto-immunes, qui sont des inflammations cérébrales liées à la présence d'auto-anticorps dans le cerveau. Si ça intéresse certains d'entre vous, je vous recommande de lire ce livre qui s'appelle Brain on Fire et qui a été traduit en français et qui est le récit d'une journaliste new-yorkaise qui, du jour au lendemain, a présenté un épisode brutal de troubles psychiatriques qui était lié justement à cette présence d'auto-anticorps dans le cerveau et qui a bénéficié de soins adaptés et qui a récupéré complètement. Donc ces encéphalites auto-immunes, elles ne relèvent pas de la psychiatrie, elles relèvent de la neurologie. Néanmoins, elles nous intéressent parce que dans un certain nombre de cas, comme vous le voyez sur cette diapositive, elles se présentent au départ sous un masque psychiatrique, c'est-à-dire qu'au départ, les personnes ne présentent pas de symptômes neurologiques, mais uniquement des symptômes psychiatriques. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles il y a un intérêt commun des neurologues et des psychiatres à l'existence de ces encéphalites auto-immunes. De façon plus récente, on s'est aperçu qu'il existait d'autres tableaux cliniques liés à la présence d'auto-anticorps, mais cette fois-ci d'auto-anticorps dans le sang. Ces auto-anticorps dans le sang, ils peuvent donner des troubles psychiatriques qu'on appelle des troubles psychiatriques auto-immuns. Alors, sur cette diapositive, je vous fais apparaître une recherche, une étude qui a été publiée en 2017 et qui était une étude fondatrice et qui a permis de montrer que parmi les personnes qui présentent avec un trouble schizophrénique, eh bien, il existe des personnes chez qui la schizophrénie semble liée à la présence d'auto-anticorps dans le sang périphérique. Un peu plus tôt, on avait eu ce même type de résultat, mais cette fois-ci chez les personnes qui vivent avec un trouble bipolaire, où là encore, on trouvait la présence d'auto-anticorps dans le sang et qui semblait complètement liée à la survenue des symptômes de troubles bipolaires. Donc ces résultats-là, dont je vous présente quelques exemples, mais il y a toute une littérature sur le sujet, ont amené à des équipes en particulier françaises à Bordeaux et à Lyon à développer des méthodes pour détecter ces anticorps, ces auto-anticorps périphériques dans le sang des personnes. Et donc on est vraiment là dans une approche en psychiatrie de précision, c'est-à-dire pouvoir, parmi des personnes qui présentent des troubles psychiatriques, donc le plus souvent c'est des troubles schizophréniques ou bipolaires, identifier les personnes qui sont porteuses de ces auto-anticorps dans le sang et qui donc présentent une forme particulière des troubles bipolaires. Ces auto-anticorps, je ne m'étends pas sur le sujet, mais les équipes bordelaises ont été en capacité de pouvoir décrire les raisons pour lesquelles ils peuvent produire des désordres et des symptômes psychiatriques chez les personnes. En fait, c'est des auto-anticorps qui viennent perturber le fonctionnement des récepteurs cérébraux au niveau des synapses dans le tissu cérébral des personnes. En 2020, donc vous voyez que c'est quelque chose de très récent,
sont parus les critères diagnostiques des psychoses auto-immunes. Alors sous le terme de psychose, il faut entendre la définition américaine qui correspond au grand groupe des troubles psychiques et notamment donc les troubles schizophréniques mais aussi les troubles bipolaires. Et donc vous voyez qu'on dispose désormais de critères diagnostiques qui permettent de formuler de manière possible, probable ou certaine le diagnostic de troubles psychiatriques auto-humains chez les personnes. Et vous voyez que la recherche se poursuit puisqu'à l'heure actuelle, on commence à avoir des publications dans la littérature médicale et scientifique qui non seulement maintenant ne se contentent pas de donner les critères diagnostiques pour identifier ces troubles psychiatriques auto-humains, mais présentent des stratégies thérapeutiques spécifiques à proposer chez les personnes qui vivent avec un trouble bipolaire auto-humain. Et donc vous voyez que ces stratégies thérapeutiques, elles reposent sur l'utilisation de médicaments qu'on n'utilise pas habituellement en psychiatrie, mais qui sont utilisés par d'autres disciplines pour corriger les problèmes d'auto-immunité. On est dans le concept du repositionnement dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire utiliser des molécules développées dans d'autres spécialités pour traiter des problématiques identifiées chez des personnes avec un trouble psychique. Et vous voyez que, par exemple, on va pouvoir, chez ces personnes-là, utiliser des corticostéroïdes qui sont des immunosuppresseurs, des molécules qui peuvent être des anticorps monoclonaux qui sont beaucoup utilisés par nos collègues rhumatologues qui travaillent beaucoup sur les maladies auto-immunes également, ou d'autres stratégies thérapeutiques encore un peu plus spécifiques. Alors si vous êtes intéressé par ce sujet-là, sachez qu'il existe actuellement un essai médicamenteux en cours qui se propose d'identifier chez des personnes vivant avec un trouble bipolaire et des symptômes résistants la présence ou l'absence de ces auto-anticorps et lorsque ces auto-anticorps sont présents, eh bien de leur proposer d'intégrer un essai médicamenteux avec soit la possibilité de bénéficier d'un traitement placebo, soit de bénéficier d'un traitement actif immunomodulateur qui vise à traiter spécifiquement la présence de ces auto-anticorps. Donc ce projet-là s'appelle Team des pistes et il est proposé dans les centres experts fondamentaux à l'hôpital du Vinatier. Un autre exemple, alors je passe un peu plus rapidement, de médecine de psychiatrie de précision à l'œuvre actuellement, c'est les explorations génétiques qui permettent d'identifier des facteurs génétiques impliqués dans la survenue des troubles. Alors, on a beaucoup de recul sur les facteurs génétiques explicatifs des troubles schizophréniques. Pendant longtemps, on a disposé d'un examen de première intention qui s'appelait la CGH-Array, qui permettait d'identifier des facteurs génétiques de grande taille responsables de la survenue de troubles schizophréniques. Actuellement, on sait que c'est un examen qui a un rendement diagnostique élevé, puisque lorsqu'on le propose au tout venant, on a 10% de diagnostics positifs, c'est-à-dire qu'on est capable, chez des personnes avec un trouble schizophrénique, d'identifier 10% de personnes porteuses d'un facteur génétique qui explique soit entièrement, soit en partie la présence de leur trouble. Depuis quelques années, on a un examen de deuxième intention qui est un génome. Donc il s'agit là cette fois-ci de pouvoir explorer toutes les anomalies au niveau du patrimoine génétique des personnes, et toujours chez les personnes qui vivent avec un trouble schizophrénique, mais chez des personnes présentant des pathologies un peu atypiques ou très résistantes, et bien là encore on a un haut rendement diagnostique puisque ce diagnostic-là, puisque cet examen-là retrouve des facteurs explicatifs dans 30% des cas. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que cette possibilité de prescrire des génomes, c'est quelque chose qui est devenu possible désormais depuis le début de l'année 2025, aussi pour les personnes qui vivent avec un trouble bipolaire. Ça passe par une politique nationale qui s'intègre dans un grand plan intitulé France Médecine Génomique 2025 et qui a permis au niveau français de structurer deux réseaux, un réseau qui correspond au nord-ouest de la France, Sequoia, et un réseau qui correspond au sud-est, le réseau Oragen, et qui permet de proposer dans le cadre d'un examen de soins classiques, c'est-à-dire hors recherche, la prescription de génomes chez des personnes qui vivent avec un trouble psychique sévère.
Donc actuellement, les personnes qui peuvent en bénéficier, eh bien, pendant longtemps, c'était les personnes avec un trouble schizophrénique. Et donc, comme je viens de vous le dire, depuis début 2025, il est aussi possible de proposer ces explorations génomiques aux personnes vivant avec un trouble bipolaire. Pour les personnes intéressées, il faut se rapprocher des deux gros centres coordonnateurs qui sont pour la région oragène, le service Génopsy à l'hôpital du Vinatier, et pour la partie nord de la France, le GHU Sainte-Anne, qui est le service du docteur Boris Chaumette. Et pour les personnes qui bénéficient de bilans au centre expert bipolaire de Lyon, il est possible de réaliser un adressage en interne, c'est-à-dire les personnes qui ont bénéficié d'un bilan au centre bipolaire peuvent ensuite être adressées pour une consultation pour pouvoir bénéficier d'une exploration génomique. Voilà. Le dernier exemple de médecine de précision que je voulais vous donner, qui est aussi quelque chose d'actuellement disponible, c'est la pharmacogénétique, c'est-à-dire la possibilité de prédire les réponses au traitement en fonction du patrimoine génétique des personnes. Et donc, à l'heure actuelle, c'est un examen qu'on est amené à proposer dans les situations de résistance thérapeutique. On peut penser que dans les années qui viennent, ces examens-là pourront être proposés beaucoup plus tôt dans le parcours des personnes. Et ça, ce sont des examens qui nous permettent à la fois d'adapter les posologies, les doses de traitement, savoir si on est face à une personne qui va nécessiter une faible dose de traitement ou une personne qui va présenter une forte dose. Ça va nous guider aussi dans le choix des molécules. Et on est de plus en plus en capacité de pouvoir aussi prédire certains effets indésirables. Un exemple assez intéressant, mais qui concerne moins les troubles bipolaires, c'est la capacité de prédire des personnes qui vont possiblement présenter un effet indésirable grave au traitement par clozapine. Dans les années à venir, on va être en capacité de pouvoir le prédire en s'intéressant simplement au patrimoine génétique des personnes, ce qui va pouvoir simplifier le suivi de beaucoup de monde en pratique courante. Voilà. Alors pour terminer, je voulais juste vous dire, vous lancer un appel en vous disant que vous pouvez aussi vous nous aider à construire la psychiatrie de précision de demain. Comment ça? Eh bien tout simplement en participant à un grand projet de recherche qui est le PEPR Propsy et la constitution de la cohorte française French Minds. Cette cohorte-là, elle va se constituer sur le réseau des centres experts de la Fondation Fondamentale, qui sont notamment présents sur le site lyonnais, mais dont vous voyez la présence disséminée sur l'ensemble du territoire national. Ces centres experts, ils proposent à la fois des soins et de la recherche, et ils ont permis de constituer déjà des cohortes de personnes, et ils contribuent chaque année à faire avancer la recherche. Et donc là, l'objectif, c'est d'augmenter encore le nombre de personnes incluses dans les cohortes, d'atteindre des cohortes qui vont pouvoir avoir inclus jusqu'à 10 000 personnes vivant avec un trouble psychique. Donc l'objectif, c'est cette fois-ci, dans ces nouvelles cohortes qui vont être créées, cette cohorte French Minds qui va pouvoir être constituée à travers votre participation dans les centres experts fondamentaux, schizophrénie ou bipolaire, eh bien ça va être de pouvoir bénéficier de bilans plus exhaustifs que ceux qu'on était amenés à proposer auparavant, c'est-à-dire des bilans qui vont être à la fois cliniques, neuropsychologiques, mais aussi biologiques et d'imagerie, donc des bilans beaucoup plus complets que ce qu'on pouvait être amené à proposer jusqu'à présent, et surtout des bilans qui vont aussi prendre en compte ces nouvelles modalités d'approche transdiagnostique et qui vont s'intéresser à des grandes dimensions, ce qui va permettre à la fois de pouvoir constituer des grandes bases de données et de pouvoir faire avancer de façon majeure la recherche internationale. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'à l'automne prochain, on va commencer à inclure des personnes qui vivent avec un trouble bipolaire, des personnes qui vivent avec un trouble schizophrénique, mais aussi des personnes témoins, donc des personnes qui sont sans trouble. Donc si vous êtes intéressé, eh bien n'hésitez pas à vous mettre en lien avec le centre expert bipolaire qui va commencer à recruter à l'automne prochain. Et si vous êtes, si dans votre entourage, vous connaissez des personnes qui vivent sans trouble psychique, mais qui seraient intéressées pour prêter à cette recherche-là, eh bien dites-leur de se mettre en lien aussi avec nous parce que on est aussi en recherche de ces personnes-là. Dans cette diapositive qui est la
l'avant-dernière de ma présentation. Je vous présente rapidement à quoi ressemble le parcours d'une personne inclue dans ce projet French Minds, dans cette grande cohorte qui vise à faire avancer les connaissances scientifiques et médicales et à aller vers un objectif de psychiatrie de précision. Eh bien, c'est un bilan qui est organisé en plusieurs étapes et qui comprend des rendez-vous avec des médecins, des psychologues, des infirmiers, bénéficier d'examens biologiques, d'une imagerie. Bien entendu, tout cela fait l'objet d'un dédommagement, donc d'une rémunération. Et donc, si vous êtes intéressé, eh bien, n'hésitez pas. Les inclusions devraient débuter à l'automne 2025. Mettez-vous en rapport avec le centre bipolaire ou le centre expert schizophrénie et on vous recontactera pour pouvoir intégrer ce grand projet qui promet de faire avancer les choses au bénéfice de toutes les personnes concernées. Je tenais à tous vous remercier pour votre attention et je vous fais apparaître mon mail sur cette diapositive finale si vous avez des questions, que ce soit autour des sujets qui ont été abordés aujourd'hui ou concernant les différents projets dont il a été question, en particulier pour les personnes qui souhaiteraient participer au projet French Minds qui va débuter à la fin de l'année 2025 au sein du centre expert bipolaire de Lyon. Merci à tous et toutes. Eh ben, merci beaucoup, Romain Ray. Par rapport à la psychiatrie de précision, je pense que